Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui à la rencontre de Sandra, qui est formatrice dans le domaine du handicap et qui va partager avec nous son quotidien. Bonjour Sandra, Bonjour, comment vas-tu ? très bien, merci et toi? Je suis en pleine forme avec ce beau soleil, c'est toujours agréable. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation et puis de partager un petit peu plus ton quotidien avec nous lors de cette interview. Merci à toi et je me réjouis, oui. C'est un métier qui me passionne, donc allons-y. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens ? Je m'appelle Sandra Charmasson, je viens d'Alsace. Je suis formatrice dans le domaine du handicap depuis un peu plus d'une dizaine d'années et je suis aussi concernée par le handicap car j'ai un fils qui est atteint d'autisme et qui a maintenant 19 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé du coup vers ce métier-là ? Justement, je ne connaissais pas du tout le handicap avant que mon fils soit diagnostiqué. Et donc, dès son diagnostic, j'ai commencé à réaliser des formations pour l'accompagner au mieux. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu une véritable passion. J'ai voulu vraiment en faire mon métier et avoir les diplômes reconnus pour pouvoir l'exercer. Donc, j'ai suivi une formation en anglais à Paris avec des Américaines qui venaient puisque je suis analyste du comportement certifié BCABA par le board des États-Unis et c'est un diplôme qui est reconnu de manière internationale. D'accord. Et avant, tu n'étais pas du tout dans ce secteur alors ? Enfin, j'ai fait pas mal de métiers. Je suis assistante de gestion de diplôme, en fait. J'ai exercé pendant 10 ans comme ce type de métier. Et puis, je suis musicienne depuis toute petite. Et donc, je pratiquais la flûte traversière. Et quand mon fils a été diagnostiqué, en fait, j'ai tout laissé tomber pour pouvoir m'occuper que de lui. L'objectif était de ne pas perdre de lien social et de pas se retrouver tout seul à la maison avec que le handicap. Déjà, l'annonce, c'est ton monde qui s'écroule. Il y a énormément de douleur, enfin voilà, d'incompréhension, de désarroi parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. Donc en fait, ça remet tout en question, ça te fait repartir complètement de zéro. Et donc là, moi, j'ai pris la décision pour pouvoir faire face à ça et au mieux possible pour toute la famille, c'était de laisser tomber mon travail d'avant et de me former, de me consacrer qu'à ça. Mais par contre, je ne voulais pas perdre de lien social, donc trouver un petit travail. J'ai fait un petit travail de secrétaire à mi-temps et puis j'ai aussi fait un travail en étant professeur de flûte traversière parce que c'est un instrument que je maîtrise depuis plusieurs années. Et puis j'avais un diplôme aussi de l'université de musicologie de Strasbourg. Voilà, donc ça légitimait aussi le fait que je puisse exercer en école de musique. Et ça me permettait de garder un lien et puis d'adapter mes horaires aussi pour pouvoir m'occuper de mon enfant qui n'allait plus à l'école en fait. Enfin, qui était en partie à l'école, c'est-à-dire 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. Avec ça, bienvenue dans notre Il faut monde. être disponible, hein ? Non, ouais, c'était franchement difficile. Donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, je suis arrivée à m'occuper que de mon fils en situation de handicap, à me former à la science ABA, en fait, à l'analyse appliquée du comportement, et puis ensuite d'intégrer un IME, d'avoir un poste pour m'occuper d'une classe avec des éducatrices, et puis petit à petit de devenir formatrice pour des organismes de formation, en fait, et puis pour intervenir dans les établissements ESMS dans toute la France. Et donc, tu peux nous décrire un peu ton métier ? C'est quoi tes missions au quotidien ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu accompagnes les personnes ? Exactement. Alors, j'ai 2 types de métiers, en tout cas dans le domaine de la formation. Il y a ce qu'on appelle la formation théorique, où je peux être en visio, avec un groupe de personnes et à qui je vais dispenser finalement des théories, sur les techniques recommandées par les bonnes pratiques professionnelles ou, et ça représente, on va dire, à peu près, 10 à 20% de mon temps ou alors les formations pratico-pratiques, ce qu'on appelle la formation action où là, en fait, je vais me rendre dans les différents établissements. Donc, j'ai tout le secteur enfant, secteur adolescent et secteur adulte pour accompagner les professionnels à la mise en place des techniques recommandées par les bonnes pratiques professionnelles. OK. Et donc, Donc là, c'est c'est sur tout type concrètement de handicap ou tu es spécialisée dans un handicap ?
Spécifiquement, on va dire, mon domaine de prédilection, à ma spécificité, elle est plutôt dans le cadre de l'autisme. Alors, on parle d'autisme, on parle de TSA, trouble du spectre de l'autisme. On a parlé de TED avant, trouble envahissant du développement, il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. C'est comme ça que mon fils avait été diagnostiqué. Et maintenant, on parle de TND, troubles neurodéveloppementaux. Et on va retrouver aussi d'autres types de handicaps ou d'autres types de diagnostics comme des personnes atteintes de troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Je peux aussi on va avoir différents types de profils. En tout cas, on n'a jamais juste un diagnostic précis. Souvent, il y a des comorbidités. On peut avoir une personne TSA, donc atteinte d'autisme, qui peut être aussi atteinte de trisomie 21. Enfin, voilà, il n'y a pas que la spécificité, c'est plus dans le domaine de l'autisme, mais on va rencontrer d'autres types de handicaps avec des comorbidités. Et récemment, j'ai commencé une formation dans le champ du polyhandicap parce que c'est justement aussi un type de public que je peux être amenée à observer et donc pour accompagner au mieux les professionnels et pour compléter son bagage tout le temps. Donc si je comprends bien, tout type de handicap et après théorique si, voilà, tu expliques des bases en visio tout ça et sinon en pratique, en face à face avec les professionnels directement et tu leur donnes les recommandations, à jour des bonnes pratiques. C'est ça, on va les observer. Donc déjà, on va intervenir dans différents champs. On peut intervenir dans le champ de la structuration spatiale, hein, finalement, pas d'établissement, mais de l'unité dans laquelle on intervient pour voir s'il y a suffisamment de repères pour les personnes qui vont être atteintes de handicap. Ça paraît pas grand-chose, mais on a tous besoin de repères visuels et eux aussi, ou en tout cas de savoir comment s'organiser. Moi, par exemple, dans notre maison, on a un salon, une salle à manger, une cuisine, une chambre. Enfin voilà, on a des pièces qui sont bien spécifiques et ben, sur une unité, qui va accompagner des personnes, avec, handicap, on va aussi être vigilant à avoir différents emplacements, un petit coin de travail, un petit coin, pour du jeu libre, un petit coin, pour prendre le goûter ou prendre les repas. Que tout soit bien défini et que ça puisse être bien apparent aussi pour les personnes qui vont être, en situation de handicap. Donc OK. ça, c'est un petit peu l'aménagement spatial et puis on va avoir tout ce qui est aménagement temporel pour aider la personne à se repérer dans les différents temps de la journée. Parce que c'est pas si simple que ça, hein. Le temps est quand même quelque chose de très, pas informel, mais comment dire? En fait, le temps, c'est ouais, le temps est plutôt une notion abstraite. Donc déjà, pour nous, c'est difficile de le respecter. Donc pour eux, ça peut être aussi, compliqué d'apprendre ce passage du temps. Donc on peut mettre en place des plannings collectifs ou des plannings individuels. On va toujours être vigilant à partir de la représentation de la personne et de sa compréhension. C'est-à-dire, on peut avoir des plannings avec des petits objets pour l'aider à apprendre que là, il va y avoir le petit déjeuner, ensuite il va y avoir la douche, après il va y avoir une activité, peut-être qu'il aura un soin avec un kiné ou une ergothérapeute. Donc on va à chaque fois signaler, ces différents temps de la journée avec, des objets indices. Ça peut être avec des pictos, des photos, des tout type de représentations à partir du moment où ça parle à la personne qui est accompagnée. C'est un travail que tu fais seul ou c'est un travail d'équipe? Alors non, c'est un travail d'équipe. Alors après, on intervient souvent, seul sur les structures. Enfin, on intervient en binôme, mais on y va un petit peu chacun son tour. En binôme, je peux avoir un ou une collègue qui va aussi intervenir sur la même structure que moi en alternance. Comme ça permet d'avoir d'autres regards extérieurs, ça permet d'échanger, de voir ce qu'on peut préconiser aux équipes ou de voir comment est-ce qu'ils avancent, s'ils rencontrent des difficultés et comment est-ce qu'on peut les accompagner encore au mieux. Parfois, on peut intervenir seul, mais on n'est jamais seul. C'est-à-dire qu'on intervient pour toute l'équipe, on intervient en équipe. On a toute une équipe technique derrière moi. J'ai une directrice, et cetera. J'ai d'autres professionnels qui vont aussi, relire, par exemple, mes comptes rendus, pour me dire si mes préconisations sont bien objectives, s'il y a des choses à rajouter, s'il y a des petits points de vigilance à avoir. Enfin, on peut pas travailler seul dans ce métier-là. C'est trop important, donc c'est bien d'être tout un groupe, de professionnels. C'est pas que la représentation, spatiale, de l'aménagement spatial ou de l'aménagement. Après, il va y avoir toutes les techniques éducatives, que l'on va mettre en place pour, aider les personnes à rentrer dans des apprentissages ou dans des maintiens d'acquis. Donc on va accompagner les professionnels à utiliser et maîtriser certains outils d'évaluation. On va accompagner les professionnels on va les aider à définir des objectifs de plus en plus précis
pour aider les personnes à rentrer dans des apprentissages ou à maintenir leurs acquis et à prendre des cotations aussi. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau parce qu'en France, on n'a pas l'habitude de prendre des cotations, de noter ce que l'on fait, enfin, de manière spécifique. Contrairement, en ABA, c'est quelque chose que l'on fait systématiquement. Donc là, c'est des choses un peu nouvelles pour les équipes. Ça peut paraître une surcharge de travail. Donc, c'est important d'amener des choses assez faciles, simples à côté pour qu'eux-mêmes se sentent en réussite, qu'ils en voient le bénéfice et puis de développer le sentiment d'auto-efficacité aussi des professionnels. Ce que je comprends, c'est il faut faire preuve de beaucoup d'initiative du coup, parce que c'est toujours, toi qui proposes les solutions, tu observes et après tu Alors, il y a différentes, soit j'observe et je peux proposer des préconisations en lien avec mes observations, mais souvent on pose des questions, on voit ce qui leur paraît facile, un peu plus difficile. Soit en fait on arrive, on est très attendu et là on a déjà plein de questions pour nous. Notamment, par exemple, si on a des personnes, qui vont, avoir des comportements, ce qu'on appelle des comportements défis, c'est-à-dire, des personnes qui vont avoir des comportements d'automutilation vis-à-vis d'elles-mêmes ou des comportements agressivité vis-à-vis, d'autres résidents ou même, de professionnels pour différentes raisons. Et donc, on attend de nous, une observation, fine pour voir, pourquoi cette personne, elle émet ce type de comportement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, diminuer ces comportements jusqu'à les supprimer, et cetera, et cetera. Donc en fait, on amène les équipes à la réflexion. Donc on va déjà s'assurer qu'il y a tout le côté somatique qui aura bien été vérifié, que la personne n'est pas douloureuse et qu'elle n'est pas capable de l'exprimer. Avec le public avec lequel on va travailler, en fait, enfin, moi, je travaille aussi avec des enfants, des adolescents, des adultes. Mais bien souvent, j'en ai travaillé enfin, quand on a ce type de comportement, inadapté, comportement défini, on est face à des adultes qui n'ont pas d'outils de communication. Donc bien souvent, ils ne sont pas capables d'exprimer leurs propres besoins, de dire ce dont ils ont envie, s'ils ont des douleurs, si voilà, donc petit point de vigilance, on vérifie tout l'aspect somatique, que la personne n'est pas douloureuse et ensuite on travaille pour lui mettre très vite un outil de communication à minima fonctionnel, hein, pour qu'il puisse exprimer, ses besoins. Parce que souvent, la frustration engendrée par le manque de communication peut engendrer des comportements qui vont être inadaptés, voire des comportements difficiles. tu travailles donc beaucoup avec les professionnels que tu formes, mais est-ce que ça t'arrive de travailler avec les particuliers? Alors, ça m'est arrivé de travailler, avec les familles. Maintenant, de moins en moins, en fait, j'ai plus qu'une seule famille que j'ai gardée, par volonté, en fait, parce que je n'ai plus le temps de travailler, en fait, dans les familles. C'était trop compliqué d'un point de vue organisationnel et en travaillant avec tous les professionnels, j'ai le sentiment quand même d'amener plus de choses pour un plus grand nombre, on va dire. Donc j'ai conservé une famille que j'ai depuis, 6 ans maintenant parce que c'est une maman solo avec son enfant, de 14 ans à la maison qui n'a pas de structure. Donc elle est 365 jours avec lui à la maison, ce qui peut parfois être compliqué, envahissant parce que elle n'a pas de vie à côté, à part s'occuper de son enfant qui grandit, qui peut aussi avoir des comportements inadaptés liés au passage de l'adolescence, et cetera. Donc en fait, je suis là en veille, en fait, pour m'assurer que tout se passe bien. On continue à travailler avec des outils d'évaluation, à lui donner des pistes de travail aussi pour que son enfant évolue toujours, ce qu'elle fait très bien. Mais elle a aussi besoin de se sentir renforcée et développer son sentiment d'auto-efficacité quand on est toute seule à la maison avec son fils en permanence. Et je la comprends parce que je suis aussi maman d'un enfant en situation de handicap. Donc, cette maman, comme elle était toute seule, c'est la seule famille avec laquelle je travaille. Voilà. Mais sinon, non, je travaille essentiellement avec des structures. D'accord. Concernant tes horaires, c'est quoi? Tu travailles le week-end des fois aussi? Ah là là, alors au niveau des horaires, ça va paraître un peu compliqué parce que comme on se déplace dans toute la France, ça peut m'arriver de partir à 5 heures du matin pour, être en intervention à 8 heures ou 8h30 parce que je peux avoir jusqu'à 3 heures, 3h30 de route. Je peux prendre l'avion aussi, je peux me déplacer, donc je peux partir un dimanche, je peux partir un samedi, je peux revenir un dimanche, je peux revenir un samedi. Ça va dépendre en fait, nos horaires de travail. Alors ça dépend quand je travaille en masse, je vais être sur des horaires souvent de matin parce qu'il y a beaucoup de besoins, d'observation au niveau, des douches, des toilettes, des petits déjeuners, des premières activités, l'après-midi étant souvent un peu plus calme parce qu'il y a des temps de sieste ou autres, et de soins. Donc en fait, je vais être sur du 7h-15h par exemple et avec une réunion, qui va s'ensuivre et après il faut encore rentrer à la maison et puis on a quand même un compte rendu aussi à rédiger qui fait en moyenne 10 pages donc comptez, facilement 1 à 2 heures encore, par compte rendu
Et puis donc en fait, enfin, faut pas compter ses horaires, hein. Quand on fait ce type de métier, de toute façon, on le fait par passion et on sait qu'on peut partir assez loin. On sait qu'il faut, sacrifier des soirées et parfois, des week-ends et puis souvent le samedi matin, on a aussi des formations en interne avec les organismes de formation pour lesquels on travaille. Donc voilà, donc il y a pas d'horaire, de fixe, en fait. Et donc quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors les compétences nécessaires, pour moi, l'une des premières compétences, c'est être, humble, d'avoir beaucoup d'humilité et de pas se dire, voilà, je suis experte, dans tel domaine, je suis le sachant. Non, pas du tout. En fait, on apprend tout le temps, on apprend tous les jours. Donc bien sûr, il faut avoir une bonne base technique, ça c'est certain. Il faut avoir fait énormément de formations, il faut avoir les diplômes, qui justifient de ce type de formation. Il faut être tout le temps en veille scientifique, donc il faut lire pas mal d'articles, il faut, continuer à se former sur dans les dernières recherches, en fait, scientifiques pour accompagner toujours au mieux. Mais surtout sur le terrain, il faut savoir faire preuve d'écoute des professionnels, d'écoute des résidents que l'on va ou des personnes en situation de handicap que l'on va avoir en face de nous. Pas se dire tout de suite: «C'est ça qu'il faut pour telle personne et c'est ça qu'il faut pour telle personne». En fait, il faut vraiment là, avoir cette action d'écoute, d'observation, de partage, d'échange et puis ensuite, faire preuve d'empathie aussi par rapport aux difficultés que les professionnels peuvent rencontrer dans leur, métier sur le terrain. C'est pas simple. Donc il faut aussi, bien écouter, tous leurs ressentis, leurs besoins et puis ensuite, c'est de les amener petit à petit à réfléchir, à voir comment est-ce qu'ils pourraient, améliorer leur pratique, progresser, toujours dans l'objectif, hein, un de nos seuls objectifs, c'est la personne accompagnée. Le bien-être de la personne accompagnée, le fait qu'ils puissent être, de plus en plus qu'on puisse leur faire acquérir le maximum de compétences possibles. Et est-ce que selon toi, est-ce qu'il y a un fort besoin? Exactement, je travaille pour, 3 organismes de formation différents et les 3 organismes de formation recherchent, mon type de profil, hein, des profils divers et variés, des psychologues, des analystes du comportement, des directeurs, des enseignants, tout type de profils qui ont déjà travaillé, avec des personnes en situation de handicap, qui ont une bonne connaissance, des recommandations de bonnes pratiques, de la Haute Autorité de Santé, une bonne connaissance, dans le domaine de l'éducation nationale, voilà, parce que chacun a ses spécificités. Avec de bonnes techniques, il faut quand même avoir une bonne expérience sur le terrain, donc avoir déjà quand même travaillé avec, de multiples profils et puis voilà, donc oui, oui, c'est un secteur qui recrute en permanence. On n'est pas très nombreux finalement en France, avec, notre bagage, de spécificité. C'est pour ça qu'on est amené à beaucoup nous déplacer dans toute la France parce que, voilà, il faut rechercher le type de profil. Donc oui, oui, c'est un secteur qui recrute et c'est un secteur passionnant donc j'invite, le maximum de personnes qui pourront écouter ce podcast à, essayer vous pouvez me contacter, vous pouvez, contacter Aurélie et puis, voir, comment vous pourriez devenir vous aussi, formateur, superviseur dans le domaine du handicap, pour accompagner au mieux, les personnes. Est-ce que tu sais s'il y a un parcours spécifique, les diplômes exigés, les formations? Est-ce que tu saurais nous dire un peu, comment on Alors accède à ce métier? oui, de chaque spécificité de professionnel, en fait. On peut avoir besoin d'ergothérapeutes qui vont aussi, qui auront, l'habitude de travailler avec des personnes en situation de handicap et on pourra avoir ce regard-là. On peut avoir des psychologues, bien sûr, des analystes du comportement, donc des personnes certifiées, en ABA, en analyse comportementale appliquée. Il peut y avoir, Oui, tout type de donc en fait, profil. On peut avoir des éducateurs spécialisés aussi qui ont travaillé depuis longtemps, en structure, des chefs de service, des directeurs d'établissement. oui, il peut y C'est avoir plein de profils qui peuvent se reconvertir sans forcément passer de nouveaux diplômes ou Oui, exactement, on va venir compléter. De toute façon, on est tenu à de la formation continue, donc on va toujours, compléter nos formations initiales. Mais tous ces bagages-là, en fait, toutes ces personnes qui ont déjà ce type de diplôme-là peuvent, devenir formateurs et superviseurs. Après, c'est sur le terrain, hein, que finalement la personne va voir si elle se sent en capacité d'accompagner ou pas. Ça reste, un métier difficile, mais, après il peut être accessible pour les personnes qui souhaitent le faire. et donc est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Possibilité d'évolution en fait que je peux rencontrer, c'est,
dans la D'accord. technicité, c'est-à-dire, continuer à avoir un bagage de plus en plus important d'un point de vue technique, comme là dans le cadre, de l'accompagnement, de personnes en situation de polyhandicap, d'avoir, voilà, parce que c'est encore d'autres spécificités. Donc on a d'autres technicités à apprendre et à comprendre sur les différents profils, les maladies génétiques rares, enfin voilà. Donc c'est plus dans ces spécificités-là, où je vois un apport. Après, j'ai des collègues qui vont être enfin, qui vont avoir un cabinet, par exemple, en plus de spécificités, enfin, d'intervenir comme formateur ou superviseur. J'ai des collègues qui font partie de l'éducation nationale, donc ils sont, en classe la moitié, du temps de la semaine et ils ont quelques jours, enfin, ils ont négocié avec leur employeur pour avoir quelques journées pour en fait, c'est vraiment, tellement large et vaste, ça dépend de ce qu'on entend pour, comme évolution. Ça J'ai dépend on de a tes déjà envies et de ses ambitions, de ses attentes. exactement, on est déjà sur un domaine qui est tellement spécifique et technique, en fait, aller plus haut, à part faire de la recherche, mais il y a pas vraiment d'évolution dans ce sens-là. Bon, après, on peut devenir aussi salarié d'une structure, hein, si on souhaite, pas rester en libéral, c'est tout dépend de ce que souhaite la personne, le professionnel, en fait. OK. Est-ce que c'est une activité viable financièrement? Oui, tout à fait, oui. Oui, on peut en vivre, on peut en Oui, oui, vivre. on peut suivre. Alors après, c'est toujours pareil, hein, il faut accepter, les sacrifices, il faut accepter, de se déplacer, il faut accepter, la charge de travail, la charge, il y a quand même une pression aussi, hein, quand on arrive dans des nouvelles structures, création de la relation auprès des différents professionnels, de la compréhension. Au niveau de la charge mentale, c'est assez fort, donc il faut être, bien armé par rapport à ça, avoir bien la tête sur les épaules, bien les pieds dans les baskets. On organise son emploi du temps comme on le veut, donc on peut faire à mi-temps, on peut faire à temps complet, on s'organise comme on le souhaite. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres au quotidien? Plus grand défi que je rencontre au quotidien, il y en a de différentes sortes. J'ai déjà des challenges, avec les personnes que les professionnels accompagnent, notamment, pour les profils qui vont avoir des troubles du comportement, des comportements défis qui vont être assez importants. Nous, on est très attendus et on dit toujours, mais on n'est pas des fées, on n'est pas des magiciens non plus. Donc, il y a tout un travail, d'historique à refaire, à comprendre, pour bien accompagner. Donc là, c'est déjà les premiers challenges, hein, c'est de faire en sorte que les personnes accompagnées soient le mieux possible. Et ensuite, on a tous les challenges au niveau des structures, de l'environnement, de la dynamique d'équipe, de la dynamique managériale. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc, en fait, c'est ça les challenges. C'est d'être capable en permanence de bien comprendre dans quel environnement on arrive, ce dont ils ont besoin, comment on va pouvoir les accompagner, comment on va pouvoir au mieux les outiller pour qu'ils accompagnent toujours au mieux les personnes en situation de handicap. Notre objectif à nous, c'est toujours ça, la personne accompagnée, la personne accompagnée, la personne accompagnée. Et donc cette personne-là, est-ce qu'elle bénéficie de tout ce qu'elle pourrait dans cet environnement-là? Et si c'est le cas, tant mieux, super. Donc dans ce cas-là, on va faire que «conforter» entre guillemets, hein, parce que c'est jamais complètement le cas, mais on va conforter les équipes, on va les faire monter en compétences techniques pour que ça soit encore mieux, puisqu'on peut toujours faire mieux, hein, dans n'importe quel Mmh. métier, hein, finalement. Et quels sont les moments de gratitude alors dans ton métier? Les moments de gratitude, c'est quand je vois que des outils ont été mis en place. Des fois, c'est basique, hein, un outil enfin basique, c'est pas si basique que ça, mais l'aménagement spatial a été fait, on voit que les résidents s'y retrouvent mieux. Il y a des plannings individuels et les personnes se l'approprient. Alors, je parle de résidents parce que je travaille dans le domaine chez des adultes, mais je travaille aussi chez les enfants à l'école, de voir, que les enfants, sont de plus en plus inclus dans leur classe de référence. Quand on parle par exemple, dans le cadre des UMA, des unités d'enseignement maternel, où là, c'est une classe spécifique qui va accueillir cet enfant avec, TND et donc, il y a des petites passerelles vers les classes qui est normal, mais donc c'est super quand on voit que ça se met de plus en plus en place, que les enfants évoluent bien dans leur classe, de référence et qu'ils vont rester à l'école. Donc ça, c'est super gratifiant. On se dit: «C'est super, les équipes ont vraiment bien ont super bien réussi, tout est planifié, c'est chouette de les voir évoluer. Qu'est-ce qui est gratifiant? De voir que les professionnels sont contents quand ils vous voient y arriver et ça, c'est quand même, quasiment, enfin tout le temps.
Donc c'est super, ils m'envoient les questions aussi en amont, donc de voir, qu'ils ont besoin encore, c'est top, c'est de se dire, parce que, ils ont bien compris que rien n'était jamais acquis, ni pour moi, ni pour personne, en fait, donc on doit toujours évoluer. Donc c'est ce qui est gratifiant quand je reçois des mails, où ils ont des choses à me demander ou des conseils ou, s'ils veulent que je vérifie si la procédure qu'ils ont mis en place, elle est correcte, ou autre. Donc voilà, c'est ça qui me gratifie, c'est d'avoir ce bon relationnel, de sentir qu'il y a un vrai travail d'équipe et tous dans le même sens, pour, accompagner au mieux des personnes en situation de handicap. Et donc, est-ce que tu aurais une anecdote amusante ou un fait marquant à nous partager sur ton métier? Tout au début, en fait, oui, dans les formations théoriques, hein, notamment, où là, c'est souvent, c'est même des fois organisé par des organismes, extérieurs, hein, des organismes financeurs finalement aussi des établissements médico-sociaux comme l'OPCO, par exemple. Et donc, je travaille pour des organismes qui ont, décroché des missions à l'OPCO et donc on arrive pour faire des formations, donc on se retrouve face à des professionnels qui viennent de différentes structures et quand on se présente et qu'on leur demande de se présenter ou autre, puis les attendus de la formation, oui, j'ai déjà eu plusieurs fois, en fait, moi, je suis là parce que ma direction m'a envoyée, mais en fait, je voulais pas venir. Donc c'était pas la thématique que j'avais demandé. On se dit: «Bon, d'accord, va falloir, quand même embringuer». Puis en fait, j'ai tellement d'anecdotes, mais techniques, hein, par rapport à l'accompagnement des personnes et autres et je c'est tellement large, ce que je peux brasser puisqu'on je peux faire des formations dans le domaine, de l'éducation structurée, l'analyse, appliquée du comportement, les habiletés sociales, enfin, tu vois, il y a énormément de domaines, les comportements des filles, enfin, énormément de thématiques que je peux, aborder. Donc, finalement, quand je vois qu'il y a des profils, de professionnels qui sont intéressés par autre chose, je vais pas hésiter à compléter pour leur apporter au maximum. Et oui, en général, ils repartent toujours, tous très contents et ils étaient quand même contents d'être venus. Mais, c'est vrai que sur le coup, voilà, tu te dis: «Aïe, aïe, aïe, pourvu que tout se passe bien et que la formation les intéresse». Et en général, oui, il y a pas de souci. Et pour finir, quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier? Alors comme j'aurais pas vraiment de conseils à leur donner, plus d'avoir déjà un bon bagage, technique, d'avoir déjà travaillé dans différentes structures, d'avoir, différents types de postes aussi, hein, si possible, d'avoir, fait pas mal de formations, théoriques, même si c'est que théorique déjà, à la base et puis de se renseigner, sur, les attendus, de superviseurs ou de formateurs, hein. On a des fiches de poste par rapport à ça pour voir si ça pourrait leur convenir, ce qui rentrerait dedans et puis d'essayer, en fait. Parce qu'il y a qu'en essayant qu'on voit, si on a la compétence, s'il faut qu'on complète encore, ou pas nos compétences pour pouvoir faire ce type de métier et on part déjà avec une base, des spécificités donc non, j'ai pas de conseils à donner, juste à leur dire: «Voilà, il faut vous lancer, il faut essayer». Faut toujours, bien entendu, dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé. Voilà, il faut bien les connaître, il faut bien les maîtriser et à part ça, avoir une bonne technicité sur le terrain et puis ça roule. Super, oui. OK, super. Merci beaucoup Sandra alors d'avoir, pris ce temps avec nous, nous avoir éclairé sur ton métier. Je Merci te à toi. remercie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!